Le jour des Jeux où commençait avec une anticipation électrique qui balayait toute la ville. Pour un gladiateur, le matin était un mélange étrange de rituels solennels et de préparations intenses. L'aboutissement de mois, voire d'années, d'entraînement acharné. Il était à la fois soldat, se préparant pour la bataille, et acteur s'apprêtant à monter sur scène pour son grand spectacle. Alors que la ville s'éveillait dans l'excitation, le monde du gladiateur devenait silencieux, profondément intime. Il partageait un dernier repas avec ses compagnons d'armes, un festin somptueux appelé « la ». Ce banquet public, organisé la veille au soir, permettait au public de voir les combattants de près. Mais pour les gladiateurs, c'était un moment de réflexion sombre, une ultime saveur des plaisirs de la vie avant d'affronter la mort. Au lever du jour, la ville elle-même se transformait en une immense scène. Des dizaines de milliers de spectateurs, des sénateurs les plus riches aux plus pauvres des plébéiens, affluaient dans les vastes amphithéâtres comme le Colisée. Pour avoir une bonne place, il fallait arriver tôt, et l'énergie dans les gradins était palpable, une mer rugissante d'humanité avide de spectacle. Les Jeux étaient un événement social majeur, une parenthèse dans la monotonie du quotidien. Les vendeurs proposaient à manger, à boire et des souvenirs, tandis que les parieurs misaient sur leurs combattants favoris. L'air était chargé de l'odeur de la sueur, de la nourriture et de l'eau parfumée souvent vaporisée sur la foule pour masquer les senteurs moins agréables de la journée. Pour le public, c'était le divertissement suprême. Avant le grand combat des gladiateurs, le programme de la journée était rempli d'autres spectacles violents destinés à ouvrir l'appétit de la foule. Les matinées commençaient souvent par les ou chasse aux animaux sauvages. Des bêtes exotiques venues des confins de l'Empire, lions, tigres, éléphants, ours, s'affrontaient entre elles ou contre des chasseurs armés appelés. Après les chasses venaient les exécutions de criminels condamnés à la mi-journée. Ces mises à mort étaient des spectacles lugubres, parfois mises en scène dans des reconstitutions mythologiques élaborées. Rappel brutal de la justice romaine et du pouvoir de l'empereur sur la vie et la mort. Pour les gladiateurs qui attendaient dans les couloirs sombres et frais sous l'arène, les sons venus d'en haut étaient une terrifiante introduction à leur propre épreuve. Ils entendaient les rugissements des bêtes, les cris des condamnés et l'approbation tonitruante de la foule. C'était la bande-son de leurs ultimes préparatifs. Les entraîneurs donnaient les derniers conseils, les assistants vérifiaient armures et armes, et chacun tentait de maîtriser la peur qui lui tordait le ventre. L'attente était déjà une épreuve psychologique, un test de courage avant même de poser le pied sur le sable, quittant l'ombre pour la lumière aveuglante de l'arène. Le moment tant attendu par la foule arrivait enfin dans l'après-midi. Un silence s'installait, bientôt brisé par une montée de trompettes et de cors, annonçant le début des combats de gladiateurs. C'était là la grande procession. Menés par des licteurs, des musiciens et des officiels, les gladiateurs défilèrent dans l'arène lors d'une parade spectaculaire. Ils portèrent des costumes ornés, leurs armures et armes brillantes sous le soleil. C'était leur présentation au public, l'occasion d'exhiber leur physique puissant et leur assurance. Ils n'étaient plus seulement des prisonniers ou des esclaves, ils étaient déjà les vedettes du spectacle et ils jouaient dans leur rôle, marchant avec la fierté du guerrier devant les yeux de l'empereur et de tout Rome. Après avoir fait le tour de l'arène sous les acclamations, les gladiateurs s'arrêtèrent devant la loge impériale, la section richement décorée où s'asseyait l'empereur ou le magistrat suprême. C'est là qu'ils accomplissaient le rituel le plus célèbre des Jeux. D'un seul geste, ils levèrent le bras droit en signe de salut et proclamèrent la phrase légendaire « Ave César, ceux qui vont mourir te saluent ». Bien que cette phrase soit iconique, les historiens pensent qu'elle n'était pas prononcée à chaque événement, mais plutôt lors d'occasions exceptionnelles. Quoi qu'il en soit, elle incarne parfaitement le fatalisme sombre et la soumission profonde du gladiateur, reconnaissant sa mortalité imminente devant l'ultime arbitre de son destin. Une fois le salut adressé et les duels annoncés, le véritable combat commençait. Les affrontements étaient bons et brutaux, violents, une tempête de métal, de muscles tendus et de sang versé. Le sable de l'arène, là, avait une fonction très pratique, absorber le sang pour éviter de glisser. Pourtant, le combat n'était pas ce chaos total, souvent montré au cinéma. Il y avait un arbitre, le Dze, qui veillait au respect des règles. Il pouvait interrompre un combat, séparer les adversaires ou désigner un vainqueur. C'était un affrontement professionnel, une question de maîtrise, et le but n'était pas toujours de tuer, mais de dominer et de neutraliser l'adversaire.
La plupart des duels ne se terminaient pas par la mort. Un gladiateur gravement blessé, désarmé ou simplement trop épuisé pour continuer, pouvait signaler sa reddition en lâchant son bouclier et en levant un doigt. À ce moment-là, le combat s'arrêtait, et le sort du vaincu ne lui appartenait plus. Il avait combattu vaillamment, survécu à la première offensive, et se retrouvait désormais impuissant, sa vie suspendue à un fil. Tout l'amphithéâtre retenait son souffle, les regards passant du combattant ensanglanté sur le sable aux deux autorités suprêmes, la foule rugissante et l'empereur silencieux. Avec le gladiateur vaincu debout ou à genoux au centre de l'arène, le moment du jugement arrivait. La foule, qui n'était qu'un monstre rugissant d'enthousiasme, devenait alors un immense jury. Elle criait, agitait des mouchoirs et faisait des gestes de la main pour exprimer son avis sur le sort du perdant. L'image populaire du pouce levé pour la vie et du pouce baissé pour la mort est une simplification, et sa signification exacte fait encore débat chez les historiens. Il est plus probable qu'un pouce caché dans le poing signifiait la clémence, tandis qu'un pouce pointé vers l'extérieur, peut-être pour imiter une épée dégainée, était le signal de la mort. Le rugissement de la foule constituait le premier verdict, une expression puissante de la volonté populaire. La décision dépendait beaucoup de la manière dont le gladiateur s'était battu. Un homme ayant montré courage, habileté et détermination jusqu'au bout, même en perdant, avait plus de chances de gagner leur admiration et d'obtenir la grâce. Un gladiateur jugé lâche ou incompétent était accueilli par le mépris et des appels à l'exécution. Le public voulait avant tout un bon spectacle, et une prestation courageuse méritait une chance de combattre à nouveau. Pour le vaincu, c'était un moment d'appel terrifiant, sa vie dépendant des émotions éphémères de dizaines de milliers d'étrangers qui le jugeaient sur la qualité de sa lutte. Mais au final, la décision ultime n'appartenait pas à la foule, mais à l'éditeur des jeux, souvent l'empereur lui-même. Un dirigeant avisé écoutait la volonté du peuple pour rester populaire, mais il détenait le pouvoir absolu de vie ou de mort. Il tenait compte de la réaction de la foule, mais aussi d'autres éléments. Le gladiateur vaincu était-il apprécié? Était-il un atout précieux pour lequel le devrait être indemnisé en cas de mise à mort? Un gladiateur expérimenté représentait un investissement coûteux, et l'épargner avait du sens économiquement. Le geste de l'empereur était la décision finale, incontestable. Si le verdict était la vie, le gladiateur pouvait quitter l'arène, blessé mais vivant, pour être soigné et combattre à nouveau. Si la sentence était la mort, le vainqueur devait l'exécuter sur le champ, un dernier acte de devoir avant de recevoir ses propres récompenses, une palme, une couronne de laurier et une prime. Le corps du défunt était ensuite évacué sans cérémonie et le sable était ratissé pour effacer le sang, préparant la scène pour la prochaine paire de combattants. Le déclin des jeux de gladiateurs ne fut pas un événement soudain, mais bien un processus lent et progressif qui s'est déroulé sur plusieurs siècles, reflétant les changements de fortune et de valeur de l'Empire romain lui-même. L'une des principales causes de cette évolution, c'était le coût immense de l'organisation des... À mesure que l'Empire faisait face à une instabilité économique croissante, à des pressions militaires sur ses frontières et à des troubles politiques internes, les ressources nécessaires pour obtenir des animaux exotiques, entretenir les grands amphithéâtres et soutenir tout le réseau des écoles de gladiateurs sont devenus un luxe insoutenable. Les jeux somptueux, autrefois sponsorisés par les empereurs pour s'attirer la faveur du peuple, sont devenus moins fréquents et moins spectaculaires, l'ombre de ce qu'ils étaient à l'apogée de la Pax Romana. De plus, l'esprit même de la société romaine commençait à changer. Les anciennes valeurs martiales, célébrées par les jeux, étaient peu à peu supplantées par de nouvelles idées philosophiques et spirituelles. Le stoïcisme et d'autres courants philosophiques, présents depuis longtemps dans la vie intellectuelle romaine, prônaient l'idéal de la tranquillité intérieure et du détachement des passions basses, ce qui tranchait radicalement avec l'atmosphère frénétique et sanguinaire de l'arène. Même si ces idées restaient surtout l'apanage de l'élite éduquée, elles contribuaient à un malaise croissant face à la brutalité institutionnalisée. La violence brute des jeux commençait à apparaître moins comme un symbole de force romaine que comme un palliatif à une société en perte de repères. La composition de l'armée romaine a aussi joué un rôle. Au début de l'Empire,
l'armée était principalement composée de citoyens soldats, qui pouvaient s'identifier aux vertus martiales exposées dans l'arène. Mais avec le temps, l'armée s'est professionnalisée et a de plus en plus compté sur des recrues barbares venus des provinces. Ces soldats, issus de cultures différentes, ressentaient moins d'attachement pour les spectacles traditionnels romains. Les jeux, autrefois reflets de l'identité militaire romaine, perdaient peu à peu leur sens auprès de ceux-là même qui défendaient l'Empire. Le ciment culturel qui liait autrefois l'armée, le peuple et la reine se dissolvait lentement. À mesure que l'Empire déclinait, sa capacité à fournir le fameux pain et jeu pour contenter la population de Rome s'amenuisait. Les grands spectacles qui avaient défini la vie urbaine pendant des générations devenaient de plus en plus difficiles à justifier et à financer. Ce déclin n'était pas uniforme. Dans certaines régions de l'Empire, notamment en Afrique du Nord, les jeux sont restés populaires plus longtemps. Mais à Rome même, au cœur de l'Empire, l'enthousiasme s'éteignait. Les rugissements du Colisée s'affaiblissaient, non pas par un soudain réveil moral, mais à cause d'une lassitude lente et insidieuse, et des réalités économiques d'un monde en pleine transformation. Le facteur le plus déterminant dans l'abolition définitive des jeux de gladiateurs fut l'essor d'une nouvelle religion, le christianisme. Dès ses débuts, le christianisme proposait une vision du monde fondamentalement incompatible avec le spectacle de l'arène. Les enseignements chrétiens mettèrent l'accent sur la compassion, le pardon et la sacralité de toute vie humaine, perçue comme créée à l'image de Dieu. Regarder des hommes s'entretuer pour le plaisir n'était plus un divertissement, mais un péché grave, une participation au meurtre. Des auteurs chrétiens comme Tertullien s'insurgèrent contre les jeux, les condamnant comme des rituels idolâtres et des spectacles païens brutaux qui corrompaient l'âme et offensaient Dieu. À mesure que la foi chrétienne passait du statut de secte persécutée à celui de religion dominante de l'Empire, son influence sur la politique publique devenait indéniable. Après la conversion de l'empereur Constantin au début du IVe siècle, l'attitude impériale envers les jeux changea radicalement. Constantin lui-même promulgua un édit en 325 condamnant les criminels aux mines plutôt qu'aux écoles de gladiateurs. C'était la première grande mesure législative contre l'institution. Les jeux n'étaient pas encore interdits, mais ils étaient désormais officiellement désapprouvés par un empereur chrétien et leur soutien d'État commença à s'estomper, accélérant leur déclin et les reléguant au rang de vestiges d'un passé païen. La tradition veut que la fin définitive des jeux soit marquée par un événement spectaculaire en 404. Selon l'historien ecclésiastique Théodoret, un moine chrétien d'Asie mineure nommé Télémaque se rendit à Rome, déterminé à mettre fin à l'effusion de sang. Il entra dans le Colisée pendant un combat de gladiateurs, se plaça entre les deux combattants et les supplia d'arrêter. Furieuse de cette interruption, la foule aurait alors lapidé le moine à mort. Son martyre, cependant, ne fut pas vain. L'histoire raconte que l'empereur chrétien Honorius, horrifié par l'événement, décida d'agir. Peu après la mort de Télémaque, l'empereur Honorius promulgua une interdiction définitive de tous les combats de gladiateurs dans l'Empire romain d'Occident. Même si l'exactitude historique de l'histoire de Télémaque est discutée, elle reste un symbole puissant de l'affrontement final entre l'ancien monde païen et le nouveau monde chrétien. Ce bannissement marqua la fin officielle d'une institution qui avait duré plus de 6 siècles. Les cris de sang et de gloire qui avaient autrefois fait trembler les fondations du Colisée se turent à jamais. L'ère des gladiateurs était révolue, et les grands amphithéâtres furent laissés à l'abandon, leur raison d'être éteinte par une nouvelle foi et un nouvel ordre du monde. Le gladiateur romain n'est plus. Les grands amphithéâtres sont désormais silencieux, leurs sables ensanglantés recouverts par la poussière des siècles. Pourtant, même en leur absence, la légende de ces combattants antiques demeure avec une force que le temps n'a pas affaiblie. Ils restent ancrés dans notre imaginaire collectif comme des symboles puissants d'un monde à la fois grandiose et monstrueux. Ils incarnent la dualité ultime de l'esprit humain, une synthèse complexe, souvent contradictoire, entre cruauté extrême et courage profond, entre une vie vécue au bord de la mort et une gloire immortelle, aussi brève soit-elle. Le gladiateur est un fantôme de l'histoire, qui continue de nous hanter et de nous fasciner. Une figure qui nous oblige à affronter les vérités les plus dérangeantes sur le divertissement, la violence et la nature humaine elle-même. Leur histoire dépasse le simple récit d'un sport antique.
Les jeux de gladiateurs étaient un miroir tendu à Rome, reflétant à la fois la grandeur de l'Empire et ses pires travers. La discipline, l'organisation et l'ingéniosité nécessaires pour orchestrer ces spectacles à une telle échelle témoignaient de la puissance romaine. Le spectacle de peuples vaincus combattant dans l'arène rappelait sans cesse, de manière rituelle, la domination militaire de l'Empire. Mais ce même spectacle révélait aussi une société tellement habituée à la violence qu'elle en avait fait son divertissement préféré. Dans le gladiateur, on voit toute la complexité de Rome, grandiose, organisée, puissante, mais aussi impitoyable, insensible et insatiablement avide de démonstrations brutales de force. Le combat dans l'arène n'était jamais qu'un simple divertissement, c'était une véritable narration de la survie face à des obstacles insurmontables. Dépouillés de leur liberté et de leur identité, ces hommes étaient au plongé dans un monde où leur seule valeur résidait dans leur capacité à combattre, et, si nécessaire, à mourir dignement. Cela nous oblige à repenser les étiquettes simplistes qu'on leur attribue. Étaient-ils simplement des esclaves, victimes d'un système cruel, ou bien étaient-ils autre chose ? Dans leur lutte, leur dévouement à leur art et leur quête du qui symbolisait une vie retrouvée, on voit émerger une forme de héros inattendu. Pas des héros d'une cause juste, mais des héros de la survie. Des hommes qui affrontaient la mort certaine et parvenaient, malgré tout, à conquérir la renommée, l'honneur, et parfois même un peu d'humanité dans un système conçu pour tout leur refuser. Au final, l'héritage du gladiateur est intemporel, parce qu'il touche à un aspect fondamental de la condition humaine. C'est une histoire de lutte, de l'individu confronté à un système puissant et impitoyable, et de la recherche de sens dans une vie façonnée par la violence. Ils étaient l'incarnation vivante d'un paradoxe. L'esclave qui pouvait devenir roi, le temps d'un jour, le condamné qui pouvait gagner l'adoration d'un empire. Leur monde de sang et de sable a disparu depuis longtemps, mais leur épopée continue de résonner. Témoignage puissant et durable de ces hommes qui ont combattu et péri au cœur de l'Empire romain, laissant derrière eux une légende qui ne mourra jamais vraiment.